Bonjour. C'est une table ronde sur la conception d'un habitat participatif avec un organisme HLM. Les invités sont on va commencer par Christian Habb, qui est justement le directeur de la coopérative HLM Maison Familiale de Provence. Son organisme HLM a développé déjà plusieurs projets d'habitat participatif. Ensuite, il y a l'architecte Martin Drescher du projet, de l'agence Agraf. C'est son 3e projet d'habitat participatif. C'est pas Drescher ? Drescher, très bien. Drescher. Les habitants d'Étoilie, il y en a 3. Jean Terrier, Marie-Dominique, Joël Ricol et Marie-Dominique Despontin, donc les futurs habitants d'Étoilie. Et Pierre Lévy, que vous connaissez déjà, qui est le président de la nouvelle SIC Regain. Et accompagnateur du projet, depuis le début, c'est vrai. Alors pour vous parler en 2 mots du projet, il faut savoir déjà que dans la région PACA, il y en a environ 180. Non. Exactement. Non, en France. Ah oui, pardon, en France. 180 projets d'habitat participatif avec un organisme HLM, ça commence bien, dont 4 en PACA. Étoilie, parmi ces projets avec un organisme HLM, est le plus avancé. Ils viennent de changer de terrain et ils en sont à redéposer le permis de construire. Normalement, les travaux commencent en 2019 et si tout va bien, vous emménagez fin 2020, c'est ça ? Il y a une 30aine de logements. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas dit, c'est un projet qui est sur le terrain, sur l'écoquartier Joly-Jean à Avignon. Il y a une 30aine de logements prévus, avec à la fois des appartements en locatif social et à la fois en accession à la propriété. C'est un projet qui date de 2015. En fait, il a démarré avec un appel à projet de la mairie d'Avignon, auquel un groupe d'habitants a répondu. Ce sont les habitants qui sont allés chercher l'organisme HLM, qui ont sélectionné un organisme HLM, qui sont allés chercher leur organisme HLM. Et ensuite, l'organisme HLM, en concertation avec les habitants, a trouvé l'architecte, a sélectionné l'architecte. Et Regain accompagne le projet depuis le départ, donc depuis 2015. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de travailler avec un organisme HLM ? Oui, nous nous sommes adressés à un bailleur social parce que nous étions d'ailleurs un groupe au départ de personnes très motivées pour l'habitat participatif. Malheureusement, nous n'avions pas les fonds pour concevoir une coopérative d'habitants en autopromotion. Et donc, nous préférions nous appuyer sur un bailleur social pour favoriser effectivement l'accès à l'habitat participatif par des personnes n'ayant pas assez de fonds pour s'intégrer dans un projet d'autopromotion. Et qu'est-ce que vous lui avez dit à cet organisme social HLM quand vous êtes allé le voir ? Quelles étaient vos exigences ? Qu'est-ce que vous lui avez dit quoi ? En fait, c'était assez risqué de demander à un bailleur social de pouvoir s'adosser à lui entièrement à 100%, c'est-à-dire sans apport personnel de notre part, comme dans d'autres projets où le bailleur s'investit à hauteur de 30%, par exemple, dans le cadre de coopératives d'habitants, par exemple, dans certaines coopératives. Et là, nous avions déjà un terrain assez bien préparé par notre accompagnateur Pierre Lévy, qui a sollicité quelqu'un qui est à ma gauche, qui est Christian Habb, qui était déjà sensible à l'habitat participatif, pour avoir déjà accompagné les habitats participatifs sur Marseille. Donc vous n'avez pas eu de mal à le convaincre ? Donc je crois pas. Je crois qu'il était déjà convaincu que l'habitat participatif est quand même une voie de logement très intéressante pour lui et pour la société en général. Vous avez été difficile à convaincre ? Non, pas vraiment, puisqu'effectivement, c'est Pierre Lévy qui nous a mis en relation, puisque
le groupe Étoili cherchait un opérateur. Les opérateurs du Vaucluse, apparemment, s'étaient pas bousculés pour venir accompagner ces projets. On travaillait avec Pierre Lévy sur un projet à Marseille qui malheureusement ne s'est pas réalisé, mais qui nous a permis d'avoir une première expérience qui pour moi est une expérience positive. Et donc on est engagé en faveur des projets d'habitat participatif parce qu'on partage les mêmes valeurs, notamment dans le milieu des coopératives HLM. On fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc on est attaché à la dimension sociale de notre métier, à la solidarité qui en découle. Et donc on n'a pas besoin d'être convaincu puisqu'on l'est naturellement. Et d'ailleurs une bonne partie des projets en France d'habitat participatif qui sont accompagnés par des bailleurs et des bailleurs sociaux le sont par des coopératives HLM. Il y a une vraie dynamique au sein de notre famille en faveur de l'habitat participatif. Quand on se rencontre, quand on se retrouve tous les ans, on partage les projets que nous portons. Et effectivement, il y a des difficultés, des échecs, mais il y a aussi maintenant beaucoup de réussites et ça donne envie d'y aller. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer la différence quand on est sur un projet classique de construction de logements sociaux et dans un cas comme celui-ci, quelle est la grande... Alors je sais que vous êtes en train de vous spécialiser, si je comprends bien, dans l'habitat participatif. Non, je ne dirais pas jusqu'à là, mais en tout cas, on croit aux vertus de ce type de projet et on considère que c'est une voie alternative à la production de logements à dimension sociale, que ce soit en locatif ou en accession. La plupart de nos projets sont des projets mixtes. Mais de là à dire que je suis spécialisé, c'est peut-être aller un peu loin. Mais en tout cas, on adhère aux valeurs de l'habitat participatif, donc on est... relativement sollicité parce qu'il y a peu d'opérateurs pour l'instant qui accompagnent ce type de projet et on le fait avec beaucoup d'enthousiasme, avec aussi beaucoup de difficultés, mais avec aussi beaucoup de satisfaction. Donc on avance sur nos projets avec des difficultés propres à tous les projets immobiliers et puis des éléments de complexité liés à la dimension participative des projets. C'est quoi ces éléments plus complexes liés à l'habitat participatif ? C'est ce qui fait effectivement pour nous, d'un point de vue professionnel, l'intérêt de la démarche au-delà de l'adhésion aux valeurs et puis d'un sujet qui est important, qui est la rencontre avec des gens avec lesquels on accroche ou pas. Et pour moi, c'est un élément fondamental parce que pour que ça marche, il faut avoir envie de travailler ensemble, il faut se faire confiance et se respecter mutuellement. Donc c'est jamais une affaire de bisous d'ours. Il y a beaucoup d'occasions où on a à se dire non, où on n'est pas d'accord, mais c'est comme dans la vie en général, il faut se respecter et puis discuter pour trouver des solutions. Et quand on a envie de réussir ensemble, on y arrive. La différence fondamentale, c'est qu'on intègre les futurs habitants dans la conception du projet dès le début. Donc effectivement, pour nous, pour mes équipes, mes collaborateurs qui ont l'habitude de travailler, j'allais dire en chambre, c'est plutôt en bureau, mais enfin en tout cas sur une feuille blanche, là on travaille avec beaucoup de monde autour de la table, donc ça nécessite une certaine souplesse d'esprit parce qu'il faut accepter de discuter à plusieurs. Dans cette manière de travailler, évidemment, plus on est nombreux, plus c'est riche, mais plus c'est compliqué. Nous, on est convaincus qu'il faut quelqu'un qui donne un peu les règles du jeu et qui pilote ça, parce que c'est un vrai travail que de faire travailler un collectif et de faire émerger des décisions. Donc c'est le boulot des accompagnateurs des projets d'habitat participatif. Donc de Regain. Donc de Regain en l'occurrence sur ce projet. Nous on est convaincus que c'est un des éléments de réussite, une des clés de la réussite d'un projet d'habitat participatif. D'autant que moi je considère que l'autre difficulté, c'est la dimension économique des projets, parce qu'évidemment ça prend plus de temps, donc c'est plus cher. On introduit des espaces communs et qu'il faut arriver à financer. Donc ça renchérit le coût des projets.
Donc l'équilibre économique des projets, qui dans notre métier est déjà toujours un peu compliqué, l'est encore plus sur des projets d'habitat participatif. Donc d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui régule les échanges, et puis d'où l'impérieuse nécessité de se respecter, de se faire confiance, parce que sinon on peut vite être dans l'impasse. Mais pour vous, même si c'est plus cher, ça vaut vraiment le coup de se lancer dans des projets d'habitat participatif plutôt que dans des projets plus classiques, même si c'est plus cher. J'espère que ça vaut le coup, en tout cas je crois que ça vaut le coup, et donc je suis sûr que ça vaut le coup déjà pour les rencontres que ça permet, et puis pour la finalité, le vivre ensemble qui est attaché à ce type de projet. Donc oui, on croit que ça vaut le coup, mais effectivement c'est plus compliqué, donc ça nécessite d'y travailler en équipe projet, en grande confiance, et puis d'être malin, de trouver des solutions, et puis d'être par ailleurs, de rêver et d'être raisonnable. Pour moi, l'échec, le risque d'échec important de ce type de projet, c'est quand on fait passer le rêve avant la réalité. Il faut toujours conjuguer les deux, rêve et réalité. C'est-à-dire qu'il faut vouloir le plus beau, le plus grand, le plus généreux, les plus beaux espaces communs pour le moins cher. Mais comme malheureusement ça n'existe pas, il faut aussi être capable de prendre des décisions, des arbitrages pour que le projet se réalise vraiment. Moi, j'ai toujours dit au démarrage de tous les projets, ça m'intéresse beaucoup et j'ai envie de faire ce projet avec vous, mais à la seule condition, c'est qu'on le fasse vraiment, pas qu'on discute pendant des années pour ne rien faire parce qu'on s'est embarqué dans des choses qui sont juste pas faisables économiquement ou techniquement. C'est le principe de réalité. Pour être clair sur la façon dont ça se passe financièrement, c'est vous qui prenez les risques, c'est vous qui... Ça, c'est certain. Les risques financiers, c'est vous qui avez amené le budget, mais en même temps, il a été discuté avec les... Expliquez-nous... Donc alors il y a différents types de montages, mais en l'occurrence, dans le projet d'Étoilie, on est... et d'ailleurs, Joël en a clairement parlé, donc effectivement, ils n'avaient pas les moyens financiers leur permettant de monter le projet eux-mêmes en autopromotion, donc ça veut dire qu'ils cherchaient un investisseur pour porter l'investissement du projet, parce qu'effectivement, il faut avoir un peu de moyens pour acheter d'abord un terrain, ensuite construire un immeuble, payer les sympathiques architectes avec lesquels nous travaillons. Donc il y a un volume de dépenses qui, sur l'immobilier, est vite très élevé. Donc effectivement, on joue ce rôle-là. J'espère que c'est pas uniquement pour nos charmes économiques que vous travaillez avec nous, mais bon, objectivement, effectivement, c'est nous qui portons, donc c'est nous qui prenons les risques. Je ne sais plus quelle était la question. Ouais. Donc effectivement, donc on porte l'investissement, et puis on assure ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage du projet, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes investisseurs, propriétaires pour la partie locative sociale et promoteurs pour la partie en accession. Et donc on assure la totalité du rôle d'un maître d'ouvrage, c'est-à-dire le montage du projet, la recherche de ses financements, l'obtention des permis, la passation des marchés de travaux, le suivi du chantier, la livraison, et toutes les garanties qui y sont attachées, qui est une des difficultés des projets en autopromotion. C'est les garanties décennales, les garanties d'achèvement. Ça, c'est votre boulot. En tant que professionnel, effectivement, on fait ça tous les jours, avec tous les ennuis qui y sont attachés, mais on a l'habitude de ce type de démarche, et c'est souvent une grosse difficulté pour les groupes qui se lancent dans l'autopromotion. Donc on est là à la fois pour porter l'investissement des projets et sécuriser son montage et sa réalisation. Je me tourne vers l'architecte Martin Drescher. Alors vous avez du coup d'un côté l'organisme HLM qui finance et les habitants qui vont vivre dans cette construction, enfin dans ces appartements, et qui ont aussi évidemment leurs exigences qui ne sont pas forcément les mêmes que l'organisme HLM. Comment vous faites, vous, est-ce que du coup votre travail est plus compliqué ? Oui. On n'a pas envie de dire non, hein. On a envie de dire oui. J'ai un peu orienté la question, c'est ça ? Oui, ouais. mais on aime ça en même temps, hein, la complexité. On
c'est une nourriture, autrement qu'un intérêt. Oui, Christian l'a bien résumé par l'idée du principe de réalité. Ça, c'est du côté de la maîtrise d'ouvrage. Un maître d'ouvrage, c'est un commanditaire, c'est celui qui paie, c'est celui qui prend en effet les responsabilités financières. Et puis de l'autre côté, on a ce qu'on va appeler le maître d'usage, c'est-à-dire les habitants. Et puis là, sur le projet, un projet participatif, il faut vraiment voir pour l'architecte, c'est avoir l'immense chance de pouvoir travailler avec les habitants. C'est ça, l'habitat participatif aussi. C'est que les futurs habitants travaillent avec l'architecte et on conçoit ensemble leur propre logement. Enfin, c'est fondamental. De la même manière que quand on travaille sur de la maison individuelle, on travaille avec l'habitant, là, qui est lui-même, pour le coup, le maître d'ouvrage. Quand on travaille pour du logement collectif, qui n'est pas participatif, on travaille avec le maître d'ouvrage, mais on n'a pas connaissance des habitants. Bon, là, c'est une immense chance d'être à la fois un peu écartelé, on peut le dire, entre le principe de réalité qu'impose un maître d'ouvrage, et puis, en fait, un principe, j'ai envie de dire, de plaisir, mais c'est même d'espérance, quoi. C'est même un principe d'espérance, quoi. C'est leur futur lieu de vie. Et c'est leur futur lieu de vie, avec tout ce que cela veut dire, le besoin, quelque chose de quantifiable, mais on a aussi le désir, qui est inquantifiable, hein, et c'est drôlement important d'y répondre aussi. Donc on a d'un côté, mais en même temps, le rôle, enfin... Oui, l'architecte, il est tendu entre deux antipodes. Enfin, il y a vraiment des antipodes assez opposés, quoi, hein, entre ce principe de réalité et ce principe d'espérance. Mais d'un autre côté, le maître d'ouvrage, il importe un cadre à tout cela. Et pour le coup, avec Christian, on pose un cadre, on pose des principes, on pose des invariants. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont extrêmement stricts. Bon, serait-ce que l'aspect financier. Bon, et ce cadre, il est aussi utile quand on travaille dans le participatif, parce qu'on peut aussi se faire emmener par les désirs de chacun, surtout sur un projet de 36 logements. Quand il s'agit de 5 logements, c'est plus simple. Quand il s'agit de 36 logements... j'ai presque envie de dire que pour l'architecte, on peut se servir du maître d'ouvrage et de son cadre pour limiter le désir des habitants, mais à l'inverse, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est qu'on peut se servir des habitants et de leurs désirs pour tenter de redéfinir les limites imposées par le maître d'ouvrage. Donc cette espèce de grand écart, de va-et-vient, mais c'est ce qui rend finalement la relation passionnante, parce que c'est une relation en triangle, et j'oublie, alors là, je pense que ça ne marcherait pas. Enfin, moi, j'ai fait l'expérience d'Ecoravi à Diolfi. Il n'y avait ni maître d'ouvrage, parce que l'habitant était le maître d'usage était le maître d'ouvrage, il n'y avait pas non plus d'accompagnateur, et la première phase a été un échec, quoi. On n'y est pas arrivé, parce qu'à un moment donné, l'architecte, il peut pas être partout, et puis le maître d'usage peut pas être maître d'ouvrage, enfin ça a été un fiasco, et puis on est reparti, on y est arrivé, mais avec l'intervention d'un accompagnateur. Donc je renvoie vraiment l'importance de Reguin dans cette équipe, mais c'est fondamental, parce que finalement tu es une forme de mémoire de toute cette communication. Enfin, quelque part, c'est toi qui finalement et l'éponge, tu récoltes toutes les infos de tout le monde et tu permets de faire en sorte que la communication passe, parce que faut bien voir qu'en tant qu'archi, j'ai des relations avec le maître d'ouvrage ensemble, j'ai des relations avec les habitants ensemble, mais au final, on a rarement une relation à trois, parce que voilà, ça arrive parfois, mais on va dire que c'est... Bon. Donc c'est des enjeux qui sont très différents, et Reguin est là pour vraiment créer du lien, tout ça. Voilà, Ouais. J'ai une question après pour les habitants, mais du coup, profitons-en. Sur ce liant, est-ce que c'est ça le principal rôle de Reguin, c'est de faire le lien entre tout le monde, d'être la mémoire du projet, pour être sûr que tout le monde est au même niveau d'information? C'est ça le rôle principal de Reguin? C'est l'un des rôles importants, essentiels de Reguin. C'est pas le seul qu'on joue, hein. Ça dépend des phases de projet aussi, mais c'est sûr que la qualité de la relation partenariale, je crois que tout le monde l'a souligné, Christian a démarré là-dessus, Martin évidemment, et puis je pense que les habitants, dès qu'on va leur demander, ils diront la même chose. Sans relation de confiance, on ne peut pas faire ce type de projet. On n'a pas une méthode qu'on déroule avec des cadres qui sont préétablis, on invente ensemble. Et le fait d'inventer ensemble, ça veut dire qu'on prend des risques ensemble. Et prendre des risques dans une position de défiance, c'est de renvoyer à chaque fois qu'il y a un problème, le problème vers l'autre.
et la cause de l'échec ou la difficulté vers l'autre. Et si on commence à rentrer dans cet engrenage-là, on est mort. On met les barrières de suite et puis le projet ne se fait pas ou il ne se fait pas dans des conditions satisfaisantes pour tout le monde. Donc l'un des enjeux de l'accompagnateur, c'est de faire en sorte que tout le monde fasse le petit pas, de monter un peu sur la colline de l'autre, comprendre comment l'autre réfléchit, c'est quoi son système de contraintes, pourquoi il est là, c'est quoi ses enjeux, pour les partager et pour faire en sorte que... je ne veux pas dire qu'on mette de l'eau dans son vin, mais qu'on soit plus intelligent, c'est-à-dire qu'on intègre à la fois ses désirs et aussi les contraintes de l'ensemble du projet. Et c'est vrai pour les habitants qui, je pense, ont aujourd'hui un niveau de compréhension des contraintes d'un bailleur social, d'un organisme HLM, largement supérieur à même beaucoup de techniciens de collectivités locales qui sont censés faire de l'urbanisme. Ils savent ce que c'est qu'un organisme HLM dans pas mal de choses. Ils ont participé aux commissions d'appel d'offres pour choisir l'architecte. Enfin, ils sont vraiment impliqués. Je pense aussi que alors évidemment Christian, mais aussi ses équipes, parce qu'il a des chargés de mission super motivés qui prennent leur samedi et leur jour de repos pour venir accompagner le groupe, qui sont rentrés en empathie avec le groupe et qui ont envie que le projet fonctionne et qui sont montés sur cette colline-là aussi. Et l'architecte, Martin, on a eu de la chance, on est tombé sur quelqu'un, c'est une crème, qui s'est embarqué à fond avec nous dans cette aventure, en comptant pas ses heures. Mais cette alchimie-là, qui a permis, on a évoqué tout à l'heure le rebond, on a changé de terrain. Il n'y a pas beaucoup de projets qui auraient survécu à l'échec d'un terrain après dépôt du permis de construire. Et là, on est en train de rebondir avec une capacité de résilience, j'ai envie de dire, qui n'est possible parce qu'il y a cette confiance-là. Donc c'est un des rôles, je vais peut-être pas donner tous les rôles, mais juste pour les citer sans les développer, il y a un rôle de vraiment vis-à-vis du groupe, d'accompagner la dynamique du groupe, d'apprendre un groupe à fonctionner ensemble pour pouvoir prendre des décisions ensemble, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, comprendre le cadre dans lequel on évolue, donc un rôle de pédagogie et d'accompagnement de dynamique collective, on va dire, et de fonctionnement. Et puis il y a un petit rôle aussi qui est plus ou moins important en fonction des projets, mais enfin qui est toujours présent, d'expertise, parce qu'on a l'habitude de l'habitat participatif, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fois innovant, mais il y a des choses qui existent, et du coup on accompagne aussi la réflexion sur toutes les possibilités de le sortir techniquement, quoi. C'est d'autant plus important dans les projets en autopromotion où les maîtres d'ouvrage, qui sont les habitants, ne sont pas professionnels. Là, en l'occurrence, quand on travaille avec un organisme HLM, on ne va pas lui apprendre son métier de savoir recruter des entreprises. C'est pas là-dessus qu'ils ont besoin d'un accompagnement, mais par contre, il y a quand même un certain nombre de subtilités sur comment on fait passer des commissions d'attribution de logement à des habitants, il y a un certain nombre de choses qui sont spécifiques à l'habitat participatif sur lequel on peut jouer un rôle. Je me tourne vers les futurs habitants d'Étoilie, les habitants d'Étoilie. Je voudrais revenir sur le principe de réalité dont parlait l'architecte et l'organisme HLM tout à l'heure. Ça a été compliqué. Alors je rappelle quand même que vous êtes 25, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, vous êtes environ 25 actuellement candidats pour cet habitat participatif à Avignon. Une majorité de retraités, mais pas seulement, il y a tous les âges. Est-ce que ce principe de réalité, il a été compliqué à intégrer ? Et l'autre partie de la question, c'est aussi, effectivement, apparemment, vous avez quand même des tas de choses très techniques à intégrer. Est-ce que certains ont lâché, ont jeté l'éponge parce que c'était trop compliqué ? Oui, ça y est, vous m'entendez là ? Plus près. Non, pardon. Voilà, comme ça, c'est bon. Le principe de réalité, je ne sais pas si je commencerai par là. Commencez par ce que vous voulez. Mais oui, bien sûr, le principe de réalité nous saute tous les jours aux yeux. Et nous aussi, nous avons à entendre les exigences, le cadre d'un organisme HLM. Nous avons à le comprendre, à savoir pourquoi ça fonctionne comme ça. Nous avons à entendre les contraintes du terrain, du bâtiment, etc., de notre architecte. Et ce principe de réalité, il est là. Mais là-dedans, il y a un fonctionnement de groupe. Et ce fonctionnement de groupe, vous étiez en train de dire que comment les habitants intègrent tout cela et comment ça se passe. Ça se passe très simplement. On a décidé qu'il y avait des commissions dans lesquelles se retrouvaient les personnes qui souhaitaient y adhérer. Il y a une commission architecture dont je fais partie, par exemple, et on a travaillé en amont du groupe, tout ce qui nous venait de la part de l'architecte, on y a réfléchi, on a posé des questions, etc. Et ensuite, cette commission d'architecture, elle vient devant le groupe pour expliciter tout ce qui se passe. Hein, voilà.
Donc, elle permet à l'ensemble du groupe, qui ne peut pas être tout le temps tout comprendre, etc., de passer par la vision et le biais des habitants eux-mêmes. Donc, il y a une reformulation, en fait. Hein, voilà. Donc ça, c'est très concret. Et du reste, ces commissions-là, elles sont là aussi pour absorber tout ce principe de réalité et de permettre d'y réfléchir, de se poser des questions pour savoir si c'est bien comme ça qu'on veut aller ou est-ce qu'on peut faire passer ça là un peu et de reporter au groupe et de rediscuter après avec le groupe de tout ce qui a été compris par la commission qui est sur ce sujet-là. Alors voilà. Finalement, ça permet à chacun de trouver sa place aussi. Hein, et voilà, et d'avoir des temps de réflexion dans des commissions différentes et ensuite de vivre ça avec le groupe. Donc vous êtes environ 25. Comment vous faites, peut-être Jean Terrier, parce qu'on ne vous a pas encore entendu, comment vous faites pour vous mettre d'accord? Moi, en fait, c'est un peu le... Déjà, c'est compliqué pour un couple de construire une maison. C'est beaucoup plus simple. À 25, comment vous faites? Alors, une partie de notre secret, c'est que depuis le début, on a compris que tous les projets qui avaient échoué, c'était par rapport au fait que les gens ne s'étaient pas compris à un moment donné. Voilà. Donc, ça a été un point fondateur de notre réponse à l'appel à projet, puisque l'appel à projet nous posait la question: comment vous vous organisez en cas de conflit? Comment vous gérez les conflits? Donc, on a déjà réfléchi à ce moment-là, au moment, en novembre 2015, quand on a posé notre dossier de candidature. Et on s'est inspiré de méthodes. Donc Pierre tout à l'heure a parlé de la CNV, mais il y a aussi d'autres... Alors peut-être rappeler ce que c'est la CNV. Communication non violente. Donc c'est pas fait pour les bisounours, c'est fait pour apprendre à tenir compte de l'avis de l'autre en tenant compte de son propre avis. Donc c'est ça une des clés pour arriver à fonctionner à plusieurs. Et c'est valable aussi bien en entreprise, dans une famille, que dans un projet comme ça. C'est tout. Et en plus, l'enjeu que moi j'expérimente aussi dans ce projet, c'est d'arriver à développer ce genre de fonctionnement, d'écoute de l'autre, et en même temps de s'écouter soi. C'est avec l'architecte, c'est avec tous nos partenaires. Donc avec Christian, des fois, on a des explications, c'est assez costaud. Et voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc après, on gère ça, on apprend à se connaître aussi. Il y a aussi un partenaire qui n'est pas là aujourd'hui, que je voudrais quand même mentionner dans le projet, c'est la ville d'Avignon. Et une partie des difficultés qu'on a eues dans ce projet-là est liée au fait que le service d'urbanisme n'était pas vraiment opérationnel. Donc on a perdu du temps à cause de ça, on n'a pas obtenu des informations en temps et en heure, et Christian est toujours en attente d'obtenir une promesse de vente sur le nouveau terrain qu'on a choisi. Alors que tous les feux sont verts, tout le monde nous fait des sourires, mais concrètement il y a encore des soucis par rapport au terrain. Voilà, donc c'est simplement pour dire que... dans le fait de se mettre d'accord entre nous, je pense qu'on a la gymnastique pour ça. Mais après, il y a des éléments qui nous échappent. Vous l'avez appris, cette gymnastique, ou vous l'aviez tous déjà à la base? On l'a appris petit à petit, puis on apprend en le faisant. Hein, c'est une sorte de rééducation qu'on fait. Voilà. Tu veux parler, Joël? Oui, juste concrètement, parce comme ça on se rendra mieux compte. Une réunion à 25... ça demande une organisation interne assez forte. Par exemple, dès le début de la réunion, nous faisons un tour de météo, par exemple. Chacun donne sa température intérieure. Si vous êtes fâché, si vous allez bien, si vous êtes un peu en colère, si vous avez passé une mauvaise journée. Une mauvaise nuit, parce que les réunions commencent le matin. Et donc, ce qui pourrait nous empêcher d'être présents pendant la réunion. Donc, les autres entendent parfois que quelqu'un n'est pas dans son état, un état maximum, optimum, on va dire. Ensuite, quelqu'un prend le rôle du passeur de parole, donc c'est-à-dire on lève la main pour prendre la parole, on ne se coupe pas la parole. Il y a un gardien du temps, nous avons un gardien du temps, nous avons aussi un secrétaire, bien sûr, et un animateur ou une animatrice. Quand Pierre est là, notre accompagnateur est là, c'est lui qui anime la réunion.
mais tout le reste est auto-organisé. Et effectivement, nous consacrons un peu de temps au départ pour faire l'ordre du jour. Nous consacrons sur le panneau un temps précis à chaque point que nous allons traiter. Nous essayons de garder le timing grâce au gardien du temps qui, à un moment donné, dit attention, on dépasse, etc., etc. Les décisions sont prises au consentement. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une décision de prise, il y a un premier tour de parole pour que chacun puisse s'exprimer sur la décision. Un deuxième tour de parole pour savoir qui oppose une objection à la décision. Et un troisième tour de parole pour le consentement. Oui, je consens. Chacun dit « je consens ». À la fin du tour de table, la décision est prise et elle est notifiée dans chaque compte-rendu de réunion que le secrétaire fait et met sur une Dropbox accessible à tous les membres du groupe. Il faut l'unanimité pour qu'une décision soit prise ? En tout cas, oui. C'est plus que l'unanimité. Il faut que la décision prise, chacun puisse vivre avec, même s'il n'est pas d'accord. Est-ce que je peux vivre avec le fait qu'on ait des fenêtres en bois alu, par exemple? Est-ce que je peux vivre avec le fait qu'on ait une terrasse de 9 mètres carrés, pas de 15? Est-ce que je peux vivre avec? Etc. etc. C'est vraiment... ça va, Pierre? Je détermine bien. Et vous finissez toujours par tomber d'accord? Ou accepter la décision commune? Vous y arrivez toujours? C'est très important. Oui, c'est très important pour qu'il n'y ait pas de frustration et que les minorités soient entendues. Et du coup, vous avez bien... Oui, tu veux... Je peux compléter en un mot. Oui. C'est vrai que on insiste un petit peu là-dessus parce que c'est le nœud du problème. Enfin, c'est pas une question anodine. Et la façon dont on prend des décisions est extrêmement importante. Et la méthode qui a été expliquée par Joël, c'est le moteur de l'intelligence collective. C'est-à-dire que le principe, c'est pas qu'on amène une décision. Je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure dans l'intervention précédente, donc je vais pas être très long, mais c'est que c'est pas on a une proposition et puis on a ceux qui votent pour et ceux qui votent contre et puis finalement ceux qui votent contre, tant pis pour eux, ils ont leurs yeux pleurer. On a une proposition qui est par nature imparfaite au démarrage et sur laquelle on va effectivement par un certain nombre de tours de bonification. On démarre par la clarification que tu avais oublié au début, mais c'est pas très grave, pour que tout le monde ait bien compris la proposition. Et puis après, on amène des points de vue différents qui vont permettre de faire évoluer la proposition initiale et d'essayer de trouver la proposition la plus intelligente possible, c'est-à-dire à la fois celle qui répondra le plus finement possible à une situation donnée, en prenant le maximum de points de vue qui ne sont pas forcément incompatibles les uns avec les autres. C'est-à-dire que si on ne les met pas dans une logique de rapport de force et avec des associations, on peut parfois même contre nature pour pouvoir construire une majorité, et qu'on se met chacun à essayer de réfléchir comment on peut tenir compte au maximum de tels problèmes qu'on n'avait pas vus avant de faire la proposition, on arrive finalement à des méthodes de prise de décision vachement plus intéressantes et intelligentes. Ça fonctionne jusqu'à un groupe d'une 30aine de personnes. Au-delà, je pense qu'il faut inventer d'autres méthodes. Mais en tout cas, ça fonctionne et on est capable de prendre plusieurs décisions dans une réunion selon ce mode-là et personne n'en sort frustré. Et on a construit une forme d'unanimité. C'est-à-dire que ce n'est pas une unanimité dans le sens où on vote tous pour la proposition initiale, c'est on a réfléchi ensemble à faire évoluer une proposition pour répondre à une situation donnée. Et tout le monde, quand on en sort, a été entendu et peut vivre. C'est ce que tu disais, peut vivre effectivement, consent à cette décision, même s'il aurait peut-être forcément fait ça s'il avait été tout seul, mais ça va, il l'apportera avec le groupe, quoi. Là, vous avez, ce sera ma dernière question, et puis après, peut-être, on va prendre les questions du public, s'il y en a. Là, vous avez déjà entamé la phase de conception de votre habitat participatif. Est-ce que vous avez été plutôt agréablement surpris de la facilité avec laquelle vous arriviez à peu près à avancer dans le processus? Ou est-ce que ça a été plus compliqué que ce que vous pensiez? Je me tourne, vous n'avez peut-être pas le même avis d'ailleurs là-dessus. Créer un groupe d'habitat participatif, c'est faire lever une patte humaine. C'est pour faire le bon pain. Quelque part, c'est ça, quoi, pour moi. Et ça veut dire que c'est du travail. C'est énormément de travail. Alors, il y a des choses qui ont été dites qui sont importantes. C'est la confiance. Ça, c'est Christian qui en a parlé. Très importante, la confiance. Accepter que tout le monde est de bonne foi.
Voilà, déjà, c'est un principe de départ. Sinon, ça ne peut pas marcher. La deuxième, c'est que la tolérance, quelqu'un en a parlé aussi, ça développe incroyablement la tolérance. C'est-à-dire, on arrive à monter sur la colline de l'autre, comme disait Pierre, pour voir le point de vue de l'autre, l'accepter sans se renier soi-même. Alors, est-ce que ça a été dur personnellement, au début, j'ai foncé le nez dans le guidon avec les autres, etc. Et puis, à un moment donné, je me retourne, il n'y a plus personne. Le groupe est en arrière, en attente. C'était au tout début, hein. Mais je n'avais pas compris ce qui se passait. En fait, il y a une dynamique de groupe qui se met en place. Il faut peut-être préciser que vous étiez au tout début du projet. Oui, vous êtes une 2015. des fondatrices Oui. voilà, par rapport en 2015, au... c'est ça. Voilà. Et en 2015, j'ai pas compris ce qui se passait. Heureusement, notre accompagnateur, Pierre, encore une fois, est venu pour sauver la situation parce qu'il nous a expliqué ce qui se passait, en fait. Il nous a donné une sorte de grille de lecture pour comprendre. En fait, j'avais été mis en lieu et place du chef, on va dire, ou de la chef, enfin. Alors que je n'avais qu'occupé un rôle de leader. J'avais pris le leadership. Et il ne faut pas confondre chef et leader. Et en fait, j'avais fait la confusion. C'est-à-dire que je pensais que ça reposait un peu sur moi ou sur 2 ou 3, enfin, bon, bref. Donc là, c'est un apprentissage, savoir déléguer, par exemple. On n'est pas obligé de tout savoir non plus quand on est ancien dans le groupe. Il y a toute une sorte de philosophie, de psychologie, de connaissance de la dynamique de groupe qui est très, très importante. Et c'est à la fois facile si on aborde tout ça dans la confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis dans l'humilité aussi. Sinon, ça devient très compliqué, quoi. Ouais. Peut-être l'avis de Jean Terrier et de Marie-Dominique Despontin, c'est ça? Oui. Je pense que l'habitat participatif, c'est aussi, enfin, la dynamique qui est dans un groupe d'habitat participatif, c'est l'occasion aussi d'évoluer personnellement, grâce aux interactions qu'il y a entre toutes les personnalités. En fait, c'est de fait, même s'il n'y a pas de volonté thérapeutique, il y a quand même des incidences sur le fait que chacun évolue. C'est pratiquement, je sais pas moi, c'est le frottement des égos qui fait que, bon voilà, quoi, ça arrondit des angles, ça accentue des fois des traits de caractère, ça fait évoluer. Moi, je sais que c'est très formateur, voilà. Vous avez évolué comment? Juste pour nous donner un petit exemple. Vous étiez comment et vous êtes comment maintenant? Disons que c'est le plus difficile, c'est d'arriver à comprendre ce que l'autre veut dire. Voilà. Parce que des fois, l'autre il dit quelque chose et les mots qu'il utilise, on a une façon de l'interpréter. J'ai une façon de l'interpréter. Et petit à petit, à force de se frotter, de se confronter, on arrive à mieux comprendre les mots de l'autre, mais aussi que ces mots à soi, ils ne sont pas forcément adaptés à la situation, etc. Donc c'est là où est l'évolution possible. Marie-Dominique? Marido? Je vais quand même dire 2 mots sur le fait que le groupe il existait au démarrage, un noyau, hein, et puis qu'après ce noyau eh bien, il grossit, hein, il est arrosé, ça grandit, ça pousse, et il y a des nouvelles personnes qui entrent dans le projet. Et je pense aussi que ça, c'est un facteur de changement dans le groupe. C'est un facteur d'évolution. On a à accueillir de nouvelles personnes, à donc ouvrir tout notre fonctionnement à des nouvelles personnes et elles apportent tous des choses absolument, on s'aperçoit que viennent vers nous, surtout ces derniers temps, alors que nous étions complètement, on ne savait plus, on était entre un terrain et un autre, donc complètement en flottement. On a vu plein de magnifiques personnes qui sont venues à nous et qui sont entrées dans le groupe et c'est là qu'on se rend compte à la fois de cette force que nous avons et de cet apport absolument magnifique qui nous fait changer d'un nouveau regard, de nouvelles propositions. C'est magique notre affaire. Hein. Voilà. Et il faut peut-être préciser que vous n'êtes pas complet. C'est ça? Vous n'êtes pas au complet. Hein. On n'est pas tout à fait au complet. On n'est pas tout à fait des candidats.
Ouais, oui. C'est magique Oui, oui. et il y a encore de la place. Oui, oui, tout à fait. Et chaque personne qui arrive là, qui est plein d'enthousiasme pour ça, on lui dit on va les garder, parce qu'on a tellement envie de les garder, parce qu'on sent tout ce qui peut venir de ça, de ces nouvelles personnes. Ah oui, c'est une très belle expérience. Moi, je le souhaite à tout le monde. Hein. Toutes les personnes qui sont là, lancez-vous si jamais vous n'êtes pas vraiment dans l'habitat participatif, parce que c'est une expérience et une richesse personnelle, une richesse d'échange, un changement personnel. Enfin, on change de regard finalement. On arrête de se focaliser sur nos concepts, nos habitudes, etc. Il faut que ça pète, ça, il n'y a rien à faire. Sinon, ça ne marche pas. Est-ce que parmi... Oui. Il faut que vous veniez jusqu'ici parce que je crois que le fil... Oui. Tout sur le sellette, hein. Ok. Moi, j'ai été séduit par tout ce qui a été dit, et notamment par le fait que cette magie émerge alors qu'il y a vraiment des conditions techniques nombreuses hein, à pouvoir maîtriser. La présence aussi d'un bailleur social, qui est vraiment très intéressante, je trouve. Donc nous, par exemple, à Ecohabitant 06, nous recevons des futurs habitants qui s'interrogent justement sur le lien possible avec un bailleur social dans le cadre de groupes projets qui se montent. Et bon, il y a des questions de base quand même pour lesquelles on n'a pas de réponse encore ou on ne sait pas. Mais vous avez certainement vous avez la réponse, c'est pour ça que je prends la parole là, probablement. Est-ce que c'est bien les membres du groupe projet qui vont habiter déjà dans les logements sociaux en question? Est-ce que ça c'est acquis? Bon, bah alors si c'est à moi de répondre, j'essaie de répondre. Donc s'agissant de projets d'habitat participatif en locatif social, on touche là effectivement à une vraie difficulté qui, pour l'instant, n'est pas totalement réglée. D'ailleurs, pour la plupart des projets d'habitat participatif qui ont été portés par des opérateurs HLM sont des projets en accession sociale sur lesquels là, il n'y a pas de débat. C'est les habitants qui participent au groupe, qui s'investissent dans le projet et d'une manière certaine quand ils signent leur contrat de réservation. En fait. Sur le locatif social, évidemment, c'est beaucoup plus complexe et ça touche en plus à des questions fondamentales, c'est-à-dire le droit à l'accès au locatif social. Le locatif social, comme vous le savez, il y a une longue file d'attente, donc évidemment, le principe que je défends et que j'assume, c'est que l'habitat participatif ne peut pas être un biais pour contourner la file. Donc, premièrement, il faut que nous, on commence, quand on a un projet avec du locatif social, par vérifier que tous les ménages qui souhaitent se positionner sur du locatif social sont bien sous les plafonds de ressources. Ça, c'est la règle de base avec laquelle on est obligatoirement totalement intransigeant. C'est-à-dire que des personnes qui sont au-dessus des plafonds de ressources doivent quitter le groupe ou doivent se positionner sur de l'accession. Mais il ne peut pas y avoir de passe-droit. Ça, c'est la règle fondamentale. Ensuite, on essaye de faire les choses intelligemment, c'est-à-dire qu'on essaye d'adapter le montage financier de l'opération aux ressources des ménages. Donc, on codifie le type de produits de logement social, puisqu'il y a différentes gammes en fonction des revenus des ménages. On adapte la typologie, c'est-à-dire le type de logement et le type de financement à la composition familiale et aux ressources des ménages. Et puis après, on se heurte à quelque chose sur lequel on n'a pas la clé et qui n'est pour l'instant pas prévu dans la loi Allure et dans ses décrets d'application, qui est la question de l'attribution et la question des contingents. Alors là, c'est des sujets un peu techniques, mais en tout cas, dans nos opérations de locatif social, en général, le bailleur n'attribue lui-même aucun des logements. Il y a 30% des logements qui sont attribués par les services de l'État, 20% par ceux qui garantissent le prêt, en général la mairie, et puis le reste, souvent, avec la collecte Action Logement. Et donc là, on est obligé de rentrer dans des négociations. Il y a des territoires, et pour l'instant, il y a très peu de projets en locatif social qui se font en habitat participatif. Le premier qui vient de se livrer, c'est mes collègues de Strasbourg, qui viennent de le faire. Bon, ils ont réussi ça parce que il y a la communauté urbaine de Strasbourg qui est avec Alain Jung, qui porte le projet et qui négocie les principes. Si vous avez affaire à des services de l'État qui veulent rien négocier,
négocier, vous ne pouvez pas garantir à tout le monde que ça pourra fonctionner. Donc dans les premiers projets qu'on a fait, on est passé par des étapes de pré-commission. Enfin, il faut inventer le modèle. Pour l'instant, il n'existe pas juridiquement. Donc il faut une conjonction de bonne volonté, comme pour ce qu'on vient de décrire, y compris des collectivités, des partenaires institutionnels pour que ça fonctionne. Donc c'est à construire, c'est des sujets à aborder dès le début pour ne pas se retrouver le bec dans l'eau. Oui, c'est un problème de base, effectivement. Et juste une autre petite question, et je laisserai poser d'autres questions, hein, parce que je pense qu'il va y en avoir d'autres. Donc, au niveau des prestations, il y a une discussion à la fin, j'imagine, vous l'avez évoqué. Hein. Les habitants ont dû certainement renoncer à des terrasses, par exemple, vous disiez, plutôt que 15 mètres, il a fallu accepter 9 mètres, quelque chose comme ça. C'était un exemple au hasard. Au niveau de la discussion en question, est-ce que les habitants ont accès à ces choix? Est-ce qu'on peut partager ces choix-là? Par exemple, si vous êtes limité financièrement, est-ce qu'on peut le savoir en tant qu'habitant et donc savoir que, par exemple, il serait possible, si on ajoutait une différence, d'avoir d'autres prestations meilleures? Oui, bien sûr. Je reviens sur... Il y a un cadre. Oui, Martin. Il y a un cadre, mais tout se discute, bien entendu. Et il y a des réunions, des ateliers thématiques. Faut pas... Enfin, la clé de la réussite, c'est le nombre de rencontres que l'on fait ensemble aussi. Hein. Ça, c'est extrêmement important. Enfin, c'est juste encore une fois une petite aparté sur la maison individuelle, parce que j'ai envie de dire, j'ai fait mes classes dans la maison individuelle. Bon, nul n'est parfait. Hein. On connaît, bon bref, l'impact de la maison individuelle. Hein. Bon, mais il n'empêche que lorsqu'on est un tailleur, et je m'imagine comme un tailleur, quoi. Finalement, on fait un vêtement à l'image d'un corps. Il faut... Je fais pas la maison pour moi-même, je la fais pour quelqu'un, et pour l'arriver à faire du sur-mesure, c'est des heures de travail, quoi, bien entendu. Là, c'est la même chose, sauf que c'est multiplié par 36, en gros. Donc, il y a bien des réunions qui sont collectives, et puis des réunions qui sont individuelles. Voilà. Donc, on se donne ce temps-là pour essayer de comprendre le besoin, le désir de chacun. Ça demande en effet une synthèse, et puis, bon, parfois, on arrive quand même à dire non, hein, parce que c'est vrai que sur la terrasse de 22 mètres carrés, on a dit non. Grâce à Christian qui me dit non, on dépasse le... Voilà. Enfin, bon, il y a ce tuteur, quoi. J'ai un tuteur aussi qui est mon maître d'ouvrage et qui pose le cadre. Mais tout est discuté. Tout est discuté. Enfin, tout est discuté et au consentement. Et on arrive à être tous d'accord, bien sûr. Mais bon, voilà. Mais jusqu'au petit détail. Enfin, on n'en est pas encore là, mais ça arrivera. C'est quand même très agréable de pouvoir avancer sans avoir toutes les réponses écrites à l'avance. C'est le principe de l'innovation. C'est-à-dire qu'on n'avance pas avec une méthode, on avance avec une volonté, et une volonté de résoudre des problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Alors qu'on a quand même... il y a un peu d'expérience quand même. On ne les prend pas dans le nez sans s'en apercevoir un petit peu à l'avance, mais effectivement, on n'a pas la réponse à toutes les questions immédiatement quand on démarre, et on réfléchit ensemble à y trouver des solutions. Et c'est peut-être le petit point très très rapide, ça rejoint la question précédente, mais l'enjeu, et c'est l'un aussi des enjeux de l'accompagnement, mais de tout le monde, c'est de réussir à faire en sorte que les habitants montent un petit peu dans la cabine de pilotage avec le bailleur social pour participer à cette réflexion et à ces décisions. Donc ça va aussi bien du choix de la taille des terrasses. Pour être dans la cabine de pilotage, il faut avoir compris les contraintes. Une fois que les habitants ont compris qu'il y avait un cadre, mais qui n'est pas un cadre qui est posé par le bailleur, qui est un cadre financier qui est posé par les ressources que les ménages peuvent mettre pour financer leur logement. Enfin, je veux dire, c'est un cadre qu'on aurait aussi si on était seul face à son logement. On a une limite budgétaire. Comment est-ce qu'ensuite on arbitre entre plus de place, de meilleurs matériaux, plus d'espaces partagés Bon, ces questions-là, à partir du moment où les contraintes sont comprises, elles peuvent être partagées et on peut effectivement discuter ensemble. Et l'enjeu, c'est bien celui-ci, c'est de faire monter les habitants dans cette cabine de pilotage et de réfléchir ensemble à ça, même si évidemment la maîtrise d'ouvrage a la responsabilité globale et donc le dernier mot, mais ça se fait vraiment dans l'écoute.